Vous avez choisi la meilleure fréquence pour vous informer de la politique, de l'économie, de culture en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de la confiance, renouvelée. C'est votre magazine Actualité Croisée qui a toujours l'insigne honneur de recevoir sur sa tribune une personnalité de marque en politique pour parler de la question congolaise. La République démocratique du Congo, c'est notre meilleure patrie. Notre Congo, c'est le Congo de nos aïeux, c'est le Congo de nos frères et sœurs, c'est le Congo de nos enfants, c'est le Congo que nous allons hériter aux générations futures. Merci de nous capter à travers le monde, à Paris, vous nous captez à Mexique, vous nous captez ici même à Kinshasa dans les 24 communes. Merci à tous les chaînes partenaires qui acceptent de relayer ces programmes politiques dénommés Actualité Croisée. Nous parlons constitution, nous parlons loi référendaire, nous parlons discours du chef de l'État devant le Congolais à Houston où se déroule la Coupe du Monde. Nous parlons également de tous les qualificatifs qu'on colle à l'ancien chef de l'État. Nous parlons également du sport avec les Léopards qui a le vent en poupe dans cette compétition mondiale de la Coupe du Monde 2026. Notre invité de cet après-midi, c'est un habitué de notre tribune. Il s'agit du président Christopher Ngoy, qui est de la société civile congolaise. Avec lui, nous allons parler. Il est également président du conseil d'administration à la Congolaise de Voies Maritimes. Avec lui, nous allons nous attarder sur des questions politiques de premier rang qui est en train de tarauder les esprits des Congolais. Monsieur le PCA, président de la société civile, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher ami. Comment sentez-vous? Je suis très à l'aise. Très à l'aise. Oui. Alors, d'emblée, je vous présente comme un cadre affilié ou quelqu'un qui soutient le chef de l'État. Bon, cadre... De l'UDPS, bien sûr. Non, je suis de la société civile. Très bien. Et l'Union pour la démocratie et le progrès social, déjà de par l'appellation. Nos sociétés civiles, nous sommes plus axés sur le progrès social. Voilà. Et à ce moment-là, vous devez comprendre que nous soyons partenaires. Vous êtes dans beaucoup de projets, oui, on est partenaires. Alors, être partenaire de l'IDPS, c'est convoler à juste annonce avec ses idées. Le président de la République, c'était un combattant. On a mené la lutte ensemble. Il est tout à fait normal que... Voilà, parce que des gens pensent, d'aucuns disent que la société civile est apolitique, ce qui est une aberration. Je serai vraiment direct. Pourquoi? Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Qui est appelé à gérer la cité? C'est le souverain primaire. Et il gère la cité à travers quels moyens? C'est le moyen politique. Donc la politique, c'est une des thématiques centrales de la société civile. Et dire qu'on est apolitique, ça c'est tout simplement dresser le lit aux politiciens qui se disent non redevables à qui que ce soit, alors que c'est le souverain primaire qui est appelé à gérer, et tous ceux qui gèrent de par le mandat qu'il leur accorde. Ça, nous sommes dans l'article 5 de la Constitution, et ils lui sont redevables. Mais quand vous dites que vous êtes apolitique, c'est-à-dire que vous avez un bien, vous êtes responsable d'un bien, vous dites, bon, écoutez, je suis responsable. C'est-à-dire, ceux qui gèrent, ou ceux que vous avez mandatés pour pouvoir gérer ce bien en votre nom, bon, vous-même, vous dites non, vous vous en débarrassez, vous êtes irresponsable. C'est-à-dire, ils peuvent faire ce que vous faites et ce qu'ils veulent, ils ne vous ont pas redevables. Donc, c'est une aberration que j'ai toujours cherché à corriger. Également, nous sommes dans un monde qui évolue. Lorsqu'on parle du progrès, on parle d'une évolution. D'une évolution, oui. Alors, d'aucuns se comportent comme si nous étions en pleine stagnation. C'est-à-dire, nous n'évoluons pas, nous sommes en train de tourner en rond, alors que lorsque nous partons d'un point A vers un point B, et supposé supérieur, avec de nouvelles réalités, donc il faut augmenter l'énergie. Aussi bien l'énergie de cohésion que l'énergie d'action. Et quand vous me dites que nous avons milité, lorsque je vous dis que nous avons milité avec M. Tshisekedi, bon, on a fait qu'il accède au pouvoir. C'est un des nôtres qui est entré à la tête de l'institution, ou qui est devenu l'institution président de la République. Et si nous disons, on est neutre, c'est-à-dire, il peut tomber, retomber, ça ne nous dit rien.
quelqu'un d'autre peut monter et puis un jour il va retomber, ça ne nous dit rien. Mais nous pensons que lorsqu'il entre là-bas, un but d'une mission que nous lui avons confiée, il est plus que normal que nous puissions le soutenir. Nous ne pouvons pas afficher une indifférence par rapport à l'action qu'il mène en notre nom. Mais ne vous gênez pas de vous dire que nous sommes de la société civile, membre de l'UDPS. Écoutez, la société civile encadre le souverain primaire. Chaque entité de la société civile a cette responsabilité-là, d'exercer cette souveraineté. OK? Cette souveraineté s'explique ou s'exprime sur le plan des actes que la personne pose, aussi bien politique que social et autres. Alors, nous ne sommes pas des marionnettes, nous ne sommes pas des statues figées. Non, nous sommes des êtres vivants. C'est-à-dire nous avons la latitude, la capacité d'apprécier et d'intervenir et de donner, d'impulser. Hein? C'est ça qui nous anime. Donc, dire que la société civile, on dirait un océan là qui est calme, qui ne bouge pas. Non, nous sommes un fleuve. Nous évoluons. Vous évoluez. Oui. Alors, la société civile dont vous représentez, M. Christopher Ngoï, est en train de scruter avec beaucoup de finesse l'actualité politique en République démocratique du Congo. La session au sein du Parlement venait de se clôturer le 15 juin dernier. Une session qui s'est déroulée lors de la fermeture. Il y a eu adoption d'une loi qui fait couler beaucoup d'encre et salive, hein, la loi sur le référendum. Une loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et en seconde lecture au Sénat. Et ça attend la promulgation après contrôle de constitutionnalité au niveau de la Cour constitutionnelle. Comment vous avez vu, vous qui suivez l'actualité politique, le déroulé de cette session et l'adoption de cette loi? En tout cas, nous faisons rail avec l'évolution sociopolitique du pays. Nous ne parlons pas de la Constitution juste après l'arrivée de l'AFDEL. Nous ne parlons pas de la Constitution avec l'adoption de la loi référendaire. Nous parlons de la Constitution, de cette Constitution, depuis 2025. Depuis 2025. Qui n'est pas mauvaise du tout. Qui n'est pas... Non, écoutez, elle nous a été imposée. Elle nous a été imposée. Mais on a fait avec jusqu'à l'élection du président de la République. C'était un temps nécessaire. Pourquoi? Parce que dès le départ, nous avions conseillé le peuple congolais, le peuple souverain, à ne pas l'adopter. Pourquoi? Parce qu'elle était truffée de beaucoup de pièges. Eh bien, je ne condamne pas le peuple non plus, parce que pris pied levé, pris au dépourvu, on lui a fait accepter cette constitution, et puis nous, en tant que républicains, surtout démocrates, lorsque les résultats sont tombés, que le peuple l'a accepté, eh bien, c'était devenu notre constitution. Et nous nous étions dit, nous prendrons le peuple à témoin. Lui-même va vivre les méfaits. Et nous avons évolué avec le peuple, a vécu les méfaits. A vécu les méfaits, la guerre qui ne finit pas à l'Est. Le Congo qui a été totalement écumé, non minéré, qui ont fait que le Rwanda aujourd'hui affiche une croissance à 2 chiffres. Et aujourd'hui, les langues se délient. Tout le monde s'accorde pour dire que ceux qui étaient avec Kabila à l'époque, s'accordent pour dire que l'impulsion de la gouvernance venait du Rwanda. Si vous n'êtes pas agréé par le Rwanda, vous ne pouvez pas être ministre, vous ne pouvez pas être responsabilisé au Congo, les institutions congolaises. Et notre armée, n'en parlons pas, il a été complètement infiltré. Oui. Et puis, Kagame lui-même ne s'est pas gêné pour dire un jour, devant un journaliste, un de vos confrères d'une télévision étrangère, qu'il contrôle le sommet donc de l'État. Il contrôle le sommet de l'État. Il ne s'en est jamais offusqué. Alors, sur base de quoi? Qu'est-ce qui lui donne cette force-là de faire même des telles déclarations, et puis cette assurance de considérer que c'est tout à fait normal pour lui de contrôler le Congo, alors que le Rwanda, c'est tout un tout petit pays, mais qui a réussi à décimer
d'une génération entière, à l'Est là-bas. Alors, à l'époque, pour revenir à la petite histoire, cette constitution, on sait qu'elle est venue de l'extérieur. Vous l'avez acceptée, malgré que c'est venu de l'extérieur. Nous l'avons acceptée. Et vous avez même menacé que ça ne soit pas changé. Avec le temps, que ça ne soit pas changé par celui qui nous l'avait imposé. Celui qui s'en était targué comme étant le parent, le propriétaire. Il ne pouvait plus l'utiliser à sa guise. C'est-à-dire, lorsque, à un moment, il se rend compte qu'il devient si impopulaire, après l'échec de 5 chantiers, et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve difficile pour lui de l'emporter à une élection à 2 tours. Il change. Du jour au lendemain, on se réveille un matin, on lui dit non, son Parlement a adopté que ça sera maintenant un seul tour. C'est-à-dire, quelqu'un pouvait gérer ce pays avec moins de 50% de suffrages. Donc, il pouvait gérer allègrement. Ce qui est très déterminant même dans le jeu d'élection, parce que avec 2 tours, les gens peuvent coaliser et battre même celui qui avait un peu plus de points et tout ça. Donc, c'était très déterminant. Donc, il a pu se maintenir au pouvoir avec ce genre de jeu. Et c'est alors que nous nous étions dressés en tant que société civile, en tant que encadreur du souverain primaire. Pourquoi? Parce que ce qui était en jeu, c'était son suffrage, qui était tout simplement galvaudé. Et nous avions dit, vous êtes targué que c'est votre constitution, vous ne pouvez plus la violer à votre guise. C'est à ce titre-là que nous étions opposés. Nous ne disons pas que cette opposition et cette constitution était devenue pour nous une Bible. Non. Et le moment venu, lorsqu'il y a eu l'avènement de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays, nous étions les premiers à lui demander de changer cette constitution. Mais il n'avait pas l'impérium à l'époque. Il était dans le contexte de la coalition FCC4. Bon, ça a dû prendre du temps et tout ça. Bon, et puis, il reste de droit que le souverain primaire peut demander cela à tout moment. La Constitution n'indique pas que pour demander quoi que ce soit, il faut que ce soit un premier mandat, pendant le premier mandat ou bien pendant le deuxième mandat. Non. Et le souverain primaire reste souverain. C'est-à-dire, autant que bon lui semble, il peut dire maintenant, là, je vais faire ceci. Il est souverain. Mais la population est souveraine, comme vous l'avez dit tantôt, M. Christopher Ngoy, mais à côté, la population est encadrée par vous, politiques, la société civile, mais aussi par le clergé de l'Église catholique. Aujourd'hui, vous avez suivi la déclaration de la SENCO après consultation de toutes les tendances. Je ne sais pas, une parenthèse, est-ce que la société civile a été approchée par la SENCO? Elle n'a pas été approchée. Elle n'a pas été approchée. Alors aujourd'hui, si la SENCO lève le ton pour dire qu'il n'y a pas nécessité ni opportunité de toucher, ou soit de réviser cette constitution, la société civile réagit comment? Bon, écoutez, moi je ne suis pas surpris. Moi je ne suis pas surpris. Ils ont vu qu'il n'y a pas d'importance, il n'y a pas de nécessité. C'est malhonnête. La SENCO, qui traitez-vous de malhonnête? Cette option-là, elle est malhonnête. C'est une option malhonnête. La SENCO, moi je vais vous dire la vérité, je suis chrétien, croyant et pratiquant, catholique. Et je n'entends pas abandonner l'Église catholique. Il ne faut pas confondre l'Église catholique à la SENCO. À la SENCO. La SENCO, c'est une assemblée qui regroupe bien sûr les évêques. Mais ils ne sont pas l'Église. Et ce sont des citoyens comme moi et vous qui émettent leur avis, qui peut être contraire en toute liberté. Mais ce ne sont pas des citoyens ordinaires. Ce ne sont pas des citoyens ordinaires. Non, là, vous voulez insulter les chrétiens catholiques. Non. Donc, ils sont des moutons. Non, non, pas des moutons. Ce n'est pas comme vous insultez les gens des champs. Non, mais M. Kabila, je ne pense pas que ce soit une insulte. Mais qualifier quelqu'un de chien... Lorsque Kagame nous dit que c'est un chien, c'est mon chien. Bon, quand on le dit, si quelqu'un d'autre le dit, ça devient une insulte. Quand Kagame l'a dit devant Raymond Tshibanda et autres, pourquoi Kabila n'avait pas réagi? Pourquoi d'aucuns n'avaient pas levé le bouclier? Écoutez, moi je crois que c'est un chien enragé. Moi j'ai vécu... Kabila, un chien enragé. J'ai vécu... Je l'ai dit en regardant la caméra. Parce que Kabila, c'est un homme atypique qui s'est retrouvé à la tête d'une république
il se nomme République démocratique du Congo. Il n'a rien de démocrate. Mais il a cédé le pouvoir de manière démocratique et puis avec beaucoup d'apaisement. C'est un assassin. Ah bon? Mais Kabila, c'est un assassin. Où est Tchebeya? Où est Armand Tungulu qui a tué de ses mains? Il l'a tué de ses mains. Aujourd'hui, pourquoi vous ne faites pas des bruits autour de ça? Pourquoi la Senko ne parle pas d'Armand Tungulu qui est enterré vers Kinkole ici, sous une fausse identité? Sur ordre de Kabila, bien sûr, sous la supervision du général Toumba Biamunda. Et pourquoi la Senko ne parle pas de ça? Et ça m'énerve. Lorsqu'on parle, on traite ce monsieur de chien, les gens se réveillent pour dire, mais non, c'est parce que vous êtes vivant. Mettez-vous à la place de ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, qui se sont retrouvés face aux chiens, mais ils sont morts. Mais vous l'avez traité de partenaire lors de la passation du pouvoir. C'était un partenaire sérieux. En tout cas, moi, je ne l'avais pas traité de partenaire. Non, mais je parle du pouvoir. Il l'avait traité de partenaire. J'ai vu Kabouya lui traiter d'un partenaire sérieux même. Et aujourd'hui, il devient un chien enragé. En stratégie, il y a ce qu'on appelle la tactique, ok, et les principes. C'est comme les Léopards vont jouer ce soir, hein, ou ce matin, demain matin. Lorsque un joueur se trouve sur le terrain de foot, il ne faut pas lui dire autant que le but, c'est de marquer, faire passer le ballon sur ce carré-là. Et vous ne pouvez pas reculer, vous ne pouvez pas dribbler, et tout ça, votre objectif, c'est défoncer seulement devant, non. Et la tactique. À un certain moment, on peut se replier, puis pour attirer l'ennemi, afin de créer des espaces, et exploiter ces ouvertures-là. Et puis, c'est ça le jeu. Même en politique, ça se fait. On peut traiter quelqu'un de partenaire, mais tout en sachant que c'est un partenaire peut-être objectif. Qu'on pourrait égorger à la pour un objectif spécifique. OK? C'est un partenaire pour autant qu'il reste dans les normes. Mais dès qu'il quitte les normes, il n'est plus. Aujourd'hui, Kabila, c'est un rebelle. Il est venu au Congo comme un rebelle, et il est resté rebelle, il l'est. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a poussé pour aller à la rébellion. Le Congo lui a donné, c'est sa nature qui revient en surface. Le Congo lui a donné l'opportunité d'être sénateur à vie. C'est-à-dire qu'il devait rester payé par le Congo. Il avait un salaire de 670 000 $ par mois. Et il avait ses affaires. Il s'était déjà amassé beaucoup d'argent, des centaines d'entreprises sur le dos du Congo. Mais il n'avait qu'à se contenter de ça. Mais comme il considère le Congo comme son bien, et il ne s'est pas gêné, ça c'est à travers, c'est Turferrer qui disait qu'ils ont tout simplement cédé le pouvoir pour un instant, et puis ils vont le récupérer sur leur pouvoir, donc c'est leur bien. Alors ça, c'était se moquer du souverain primaire. Le Congo appartient aux Congolais. Et lorsqu'ils font une élection, ils votent quelqu'un, vous vous dites que non, vous avez cédé. Vous vous moquez de qui? Alors, comme ils ont cédé, ils se sont vus en droit de pouvoir récupérer leurs biens. C'est pourquoi Nanga, qui a organisé les élections, il est devenu chef de guerre, et Kabila s'est affiché à côté de lui, et tous ont pour base arrière le Rwanda de M. Kagame. Donc c'est cet axe-là. Et moi, je ne suis pas surpris d'entendre la Senko aujourd'hui. Et c'est malheureux pour mon église. Je suis né, j'ai été baptisé à l'église catholique. J'ai grandi avec les valeurs chrétiennes qui m'obligent à être honnête, qui m'obligent à dire la vérité, qui m'obligent à ne pas tremper dans la magouille ou à ne pas avoir deux langages. Mais je suis à Bruxelles. Je suis invité par une association. Cette association avait invité aussi d'autres acteurs de la société civile de la RDC, parce qu'ils sont partenaires, et il y avait une conférence. Et moi, j'étais à Bruxelles pour autre chose. Mais j'étais quand même invité au siège de l'Union européenne, et c'était pratiquement mon dernier jour. Je leur ai dit, ils tenaient vraiment à me voir dans la salle. J'ai dit, je vais d'abord répondre à l'invitation du député européen au siège de l'Union européenne, et je viendrai légèrement en retard. J'étais accompagné de Paul Sap. Et lorsque nous sommes arrivés sur le lieu de la conférence... De CNDH.
j'ai suivi le jeune Fred Baouma. Je n'ai pas voulu bousculer le protocole parce que nous sommes entrés, la conférence avait déjà commencé. On a préféré se mettre d'abord derrière. J'ai eu le temps de suivre Fred Baouma. Mais le petit était instrumentalisé. Et puis, Monseigneur, donc, à ce moment-là, il était abbé, l'abbé Cholet. Il a parlé. Et nous étions à 48 heures du début du dialogue de la Cinco. Et j'étais parmi ceux qui devaient assister à ce dialogue. Et quand j'ai suivi l'abbé Cholet, j'ai eu peur. Parce qu'il avait une position affichée clairement. Il a défendu M. Kabila. Et il a chargé l'opposition. Et quelque part, je me suis demandé, mais c'est eux-là qui vont arbitrer le dialogue. Ce qui fait que lorsqu'on m'a présenté et j'étais dans la salle, c'est quand ils ont fini et on m'a amené maintenant autour de la table et ils étaient vraiment gênés. Quelque part, ils se demandaient ce que j'ai entendu, tout ça, mais je n'ai pas entendu. Et j'ai tenu à lui faire savoir que j'ai entendu et à lui exprimer mes inquiétudes. Parce que quand on a terminé, je l'ai approché. On allait tous vers les toilettes. Je lui ai demandé, monsieur l'abbé, j'ai suivi votre intervention. Et c'est cela la position de la Cinco. Parce que dans 48 heures, nous allons à la Cinco pour un dialogue. Est-ce que c'est là la position de la Cinco ou bien c'est votre propre position ou la position de l'Église? Et là, il ne fera pas comment? Là, il respire. Il était confus. Mais oui. Il me dit, non, écoutez, ma position était dictée par la dynamique de la salle. Cela voudrait dire quoi? Nous étions dans une messe noire. Ceux qui avaient organisé cette réunion-là, c'était des gens qui voulaient, à l'approche du dialogue de la Cinco, en qui nous tous nous comptions, dresser des gens contre l'opposition. Et dans cette réunion, je cite le coordonnateur de la nouvelle société civile, Jonas Tchombela. Tchombela, oui. Il était là-bas. Il y avait beaucoup de jeunes de mouvements citoyens. Ils étaient là-bas, ils ont suivi. Et le lendemain, on devait prendre le même avion avec M. l'abbé Cholet. Et on s'est retrouvé à l'aéroport des Aventins. Bon, je l'ai salué, mais il était très froid. Et il m'a rendu la monnaie de la pièce. Parce que nous sommes arrivés presque tard là, parce qu'on a dû faire escale à Luanda. Et le matin, on se retrouve à la Cinco pour le dialogue. Et il a décidé de me museler. Pourquoi? Parce que lorsqu'il lisait le règlement intérieur du dialogue, il dira chaque composante avait un chef de délégation. Et dans chaque délégation, il y avait aussi des composantes. Des composantes, oui. Et pour chaque composante, dans chaque délégation, il devait y avoir un responsable de la sous-composante là. Et pour prendre des paroles, il n'y a que le responsable de la sous-composante qui devait prendre la parole. Et il dit, par exemple, pour la société civile du côté de l'opposition, nous n'étions qu'à deux avec mon frère Georges Kapiamba. Kapiamba, oui. Il dit, par exemple, pour la société civile du côté opposition, il y a la société civile et c'est Georges Kapiamba qui engage la société civile. Ça m'a tiqué. Et pourquoi il n'a épinglé que la société civile du côté de l'opposition? Comme j'aime aller tout droit, pendant la pause, j'ai approché Monseigneur le cardinal Ambongo. Là, il est encore Monseigneur. Je lui ai posé la question, il m'a dit, lui aussi était surpris d'entendre ça. C'est quand même c'est malhonnête quand même, ce genre de choses. C'est malhonnête. Et de là, dire que c'est que la Cinco dit aujourd'hui. C'est pas surprenant. Je ne suis pas surpris, moi. Avec ce que je connais. Avec ce que je connais. Mais je suis seulement choqué, désappointé pour ce qui concerne mon église. Je suis un croyant.
Un fervent croyant. Alors aujourd'hui, vous croyez... Et quand j'entends ça, je vois une scission de l'Église. Ah bon? Au niveau du clergé. Il y a d'autres abbés qui ne sont pas favorables à cette déclaration? Oui, ils sont nombreux. Et moi-même, je commence à me demander. Ma foi vacille. Et je ne suis pas seul. Je vais encore vous raconter une anecdote. Nous sommes, si je ne me trompe pas, en 2020. 2020-2021. À la paroisse Saint-Rombaud à Baoumou. Le curé s'appelle Monsieur l'abbé Pierre Lombi. Et il se donne le loisir, pendant les homélies, pour lui c'est une tribune politique qui lui est réservée. Il parle des gens qui ont volé le suffrage, qui n'ont pas été élus, qui ont fait ceci et tout ça. Donc, nous sommes là, en train d'écouter. Parce que nous sommes des fidèles. Des fidèles. On des écoute. Agneaux. Des agneaux. Et un groupe d'intellectuels m'approche. Ils me disent, vous parlez bien avec lui, allez lui dire que s'il continue comme ça, nous ne viendrons plus à la messe, parce que nous venons à la messe pour prier, communier avec Dieu. Et lorsque nous l'écoutons, nous n'avons même plus envie de communier. Pourquoi? Parce qu'il crée quelque chose en nous qui ne nous met pas en harmonie avec Dieu. Il crée, nous sommes gênés, nous sommes peinés, il crée même la haine. Je suis allé le voir. Il a rétorqué en disant, non, non, lui, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Et tout ça, j'ai dit, mais vous ne trouvez pas que ceux qui disent que vous choquez leur conscience, vous êtes en train même de déstabiliser leur foi. Et surtout quand ils viennent, c'est pour communier. Vous ne trouvez pas que vous êtes en train de leur causer du tort? Il a donné ses explications. Et vous savez comment il a fini? Allez demander comment M. l'abbé Pierre Lombi est parti de Saint-Rombaud. Il est parti de Saint-Rombaud parce que tous ces diatribes-là qu'il versait dans l'auditoire, il le faisait même pour des messes en Lingala. Il y a une jeune fille qui écoutait ça, mais qui s'est révoltée. Seule, elle a pris l'initiative d'aller piler le piment. Vous voyez le piment là? Elle a pilé, sans rien dire à personne. Elle l'a mis dans un sachet. Elle est allée avec à la messe. Et M. l'abbé Lombi, le curé, a fait son... En train de célébrer. Il a célébré, il a fait tout ce qu'il avait à faire, l'habitude de faire là, dans son homélie et tout ça, il a fini. La jeune fille l'attendait. Lorsqu'il a terminé, il sortait maintenant en procession. Souvent, les acolytes et autres sont devant et le célébrant vient avec le crucifix à main. Et il y a des fidèles qui en profitent pour faire bénir les chapelets et autres. Et la fille s'est bien approchée. Monsieur l'abbé s'est penché et lui a flanqué une gifle. Pimentée, donc avec le piment là qui était dans le sachet, ça a explosé sur son visage et ses yeux. Monsieur l'abbé a titubé. Les chrétiens ont pris la fille, ont commencé à taper. Les autres sont intervenus pour dire non, on doit savoir d'abord pourquoi et qui l'a envoyé et tout ça. C'est une histoire vraie. J'ai dit bien à Saint-Rombaud. Je cite bien l'abbé Pierre Lombi. Et on l'a amené à la cure, il avait très mal. Il fallait qu'on l'amène à Achichi pour se faire soigner. C'est ainsi que le clergé a décidé de le faire partir. Dès qu'il est parti à l'hôpital, il est revenu à Saint-Rombaud juste pour emballer ses effets et partir. On l'a évacué de là. Et nous avons voulu savoir, mais comment cette fille, est-ce que quelqu'un l'a envoyée? Comment elle a pu, et tout ça, bon.
on dit qu'elle est un peu... elle a un petit problème mental. Ouais. Mais pendant qu'on la tapait, elle disait, mais monsieur l'abbé, chaque jour quand nous venons à la messe ici, il nous rabat les oreilles avec des histoires que nous n'aimons pas. Donc c'est une manière de dire que la Senco est en train de susciter quelque chose. Ça s'est passé à Saint-Rombo. Et moi je m'étais dit, les services de renseignement de l'Église vont prendre cette question-là, aller la traiter et savoir que c'est un signal fort. Ouais. Donc quand on s'en mêle de la politique, il y a des sensibilités. Oui. Et ça m'étonne maintenant qu'un groupe d'évêques s'évertue à vouloir imposer ce qu'ils veulent non seulement aux autres évêques, mais aux abbés et au reste des chrétiens. Savent-ils ce que les chrétiens pensent? Pensent-ils que tous les chrétiens là sont des moutons qui sont bons qu'à suivre, les bénis oui et tout ça? Mais non, c'est des gens qui réfléchissent, qui raisonnent. Et lorsqu'ils trouvent que vous voulez maintenant les balloter selon vos humeurs, selon vos intérêts, bon, il y en a qui se refroidissent. Aujourd'hui, l'Église catholique de la RDC repose essentiellement sur l'apport des chrétiens. Si on commence maintenant à nous balloter dans tous les sens, vous nous montrez clairement que ce qui vous intéresse, vous, c'est la pécule. Vous soutenez le plus au fond. Et à quoi bon nous déranger avec toutes les interventions que nous faisons pour que l'Église vive? Voilà. Non. Je me rappelle un jour, moi je dis je suis chrétien, je ne vais pas, quand je me mets devant mon Dieu, cacher votre identité. J'ai pris sérieusement et Dieu m'a toujours parlé. Avant qu'il y ait ces histoires de Covid ici. 2020. Dieu me montre ce qui devait arriver. Je vais voir celui qui était mon aumônier quand j'étais en prison, le père Prosper Ndjoli. Je lui explique tout ce qui m'a été révélé. Il me dit, vous devez voir le cardinal avec ça. Je prends un rendez-vous auprès du chancelier, M. l'abbé Gila. Je vais voir le cardinal. Il me reçoit, je lui parle de tout ça. Mais il est absent. Pourtant, c'était une information spirituelle de très haut niveau. Très haut niveau. Il est absent. On devrait s'approprier de ça pour ce prendre des précautions. Ce qui retient son attention, c'est juste quand on a parlé de la CENI, et il reste à ce niveau-là. Mais avant de sortir, il me dit, priez aussi pour moi. Bon, est-ce que c'était pour se moquer de moi? Est-ce que c'est? Mais j'ai donné même quand est-ce que Covid devait commencer. Et c'est ce qui fut fait. Et c'est ce qui fut fait. Covid a commencé. Et vous savez ce qui en est suivi. C'est ce qui explique que j'étais même dans le comité scientifique parce que j'en ai parlé aux scientifiques. Même le curé de Saint-Rombo, je lui en avais parlé. Il n'avait pas pris garde. Il n'avait pas pris garde. C'est pour dire que l'Église est dans une distraction. Et lorsque un enfant arrive à poser un tel geste sur un curé, sans avoir peur de tout ce qui devait lui advenir, c'est une interpellation spirituelle de très haut niveau. Et aujourd'hui, en arriver au point où des évêques, et tous sont des philosophes, on ne devient pas évêque facilement. Lorsqu'ils s'opposent en disant, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Maintenant, quelle image vont-ils donner à nous, les fidèles? Les fidèles. Surtout que ces fidèles-là ne sont pas seulement de l'autre tendance. De l'autre tendance, ils sont de toutes les tendances. Toutes les tendances. Alors, nous acceptons toujours qu'on nous dise que l'Église est au milieu du village. C'est une maison à nous tous. Mais si c'est lui qui gère la maison, affiche maintenant sa couleur, qu'est-ce que ça va faire? Alors, moi, j'aimerais demander à ceux qui essaient de s'en prendre à l'Église catholique la position des évêques Lasenko
n'engage pas l'Église catholique. Ok. Faisons la part des choses. Et puis, ce sont des citoyens congolais. Chacun a son opinion qu'il peut émettre. Ça, c'est vrai. Même lorsqu'ils vont voter, chacun entre dans l'urne seul. Ils votent. Mais, s'ils veulent jouer le rôle de mobilisateur pour le compte d'un camp, ils sont également libres de le faire. Mais ils doivent s'afficher comme étant membres de ce camp-là. De ne pas chercher en même temps à jouer la neutralité, alors qu'ils soutiennent un camp bien connu, ou ils ont toujours soutenu un camp bien connu. Et c'est pourquoi j'ai pris le temps de vous dire que je ne suis pas surpris. Moi, je connais mes frères là, je connais leurs tendances, leurs penchants, je connais. Et quand ils disent ça, je ne suis pas surpris. Vous n'êtes pas surpris, M. Christopher. Bon, je vous ai laissé le temps de bien expliquer votre... de bien orienter le public, de bien orienter la population et de conseiller en même temps les clergés catholiques. Parce que c'est une déclaration qui est sortie comme de la foudre. Et personne ne s'y attendait. Bien qu'on a consulté le premier vice-président de l'Assemblée nationale, on a consulté aussi l'opposant Sesanga, mais au finish, on voit la Senko sortir à cette déclaration qui a dérangé certaines sensibilités. Alors aujourd'hui, vous voulez coller quelle identité à la Senko? D'être de l'opposition, d'être proche de l'opposition armée, d'être pour Kabila, ou ça de dire vrai, c'est qu'il voit comment est-ce que la société est en train de marcher. À votre humble avis. Non, d'être pour Kabila, parce que lorsqu'on est dans une situation d'injustice, Kabila, c'est un assassin. Mais pourquoi vous parlez de l'injustice? La Senko n'a pas besoin d'émettre de points de vue? Non, elle peut mettre des points de vue. Mais lorsque nous parlons d'une situation où il y a un camp, l'axe Rwanda, l'axe Kagame, Kabila, Nanga, et Katumbi et autres, c'est un axe qui est connu. Il profite de ses propos. Et qui utilise l'argent pour se farcir de certaines consciences. Et vouloir comparer, ces gens-là ont même pris les armes. Et ils tuent, construisent un massacre les Congolais. Si vous allez aujourd'hui à Bukavu et à Goma, ce sont des espaces de non-droit. Aucun parti politique ne fonctionne, sauf les leurs. Et aller jusqu'à considérer cela, parce que d'aucuns disent que ces gens-là, le fait d'avoir pris les armes, de tuer les Congolais, tout ça, c'est justifié. J'ai entendu Kabound dire ça. Ça se justifie. Mais c'est grave, ça. Et lorsque j'entends la Senko tourner, essayer d'inventer des formules et tout ça, pour nous dire que cette constitution ne peut pas la toucher. Pour que le peuple congolais n'a même pas le droit d'en parler, de s'exprimer sur ça. Alors qu'ils savent très bien que cette constitution nous est venue de l'extérieur. Et aujourd'hui, ceux qui étaient avec Kabila se sont affranchis, nombreux parlent. J'ai suivi Mme Wiville Moleka, que je salue en passant. Elle parle. Chez Okitundu, je l'ai suivi. Il parle. Mais, voir que la Senko bouche les oreilles, en écoutant tout ça, elle dit comme le Rwanda, parce qu'on parle, qu'on veut parler de la Constitution, la réaction vient du Rwanda. Ne touchez pas, parce que c'est mon bien. C'est mon bien. Nanga réagit. C'est pour ça, Mibal. Nous sommes le peuple souverain. Et comme il y a aussi besoin de Mibal. C'est-à-dire que vous considérez que c'est votre instrument, c'est votre bien. Et vous voulez nous intimider. Et quand j'entends maintenant des philosophes qui, eux, ont fait des études des années, qui ont la capacité, qui ont la perspicacité pour mieux comprendre ces choses, nous dire que, écoutez, cette constitution, on ne peut pas la bouger parce que.
C'est-à-dire, ils choisissent un camp. Parce que nous sommes dans une situation d'injustice. Alors, ils ont choisi de composer avec ceux qui nous imposent cette constitution depuis 20 ans, alors que le peuple a vécu ce qu'il a vécu sur pied de cette constitution, et il est mature aujourd'hui, il sait dire, en tout cas avec tout ce que j'ai vécu, il me faut ma constitution. Encore que la Senko sait que le cardinal Monseigneur Mosengo, avait présidé la conférence nationale souveraine à laquelle j'avais assisté. Et qui a un projet de constitution qui est sorti de là, qui est devenu la constitution de la Troisième République. Mais ils ne veulent même pas en parler. Mais le contexte est différent, M. Christopher Ngoyi. Aujourd'hui, les pays dans un état de guerre, la constitution qui va être révisée ou soit changée prévoit des dispositions empêchant sa révision, son changement. Oui, je connais cette rhétorique. Alors pourquoi on veut aller... Je connais cette rhétorique. Les pays est en guerre. Quand on dit le pays est en guerre, ok? Vous dites bien le pays est en guerre. C'est-à-dire, on a décrété l'état de guerre ou l'état de siège. Surtout l'état du territoire national. Non, sur une partie. Maintenant, c'est partiel. Pourquoi on l'a fait partiellement? C'était juste pour permettre au pays de vivre et d'entreprendre et être en mesure de circonscrire cette guerre-là, là où elle est, et puis de l'éteindre. Balancer à chaque fois le pays est en guerre, mais écoutez, c'est juste Bukavu et Goma. Encore que ce n'est pas ces deux provinces-là, dans leur entièreté, qui sont sous occupation. On occupe des villes. Mais le reste de la population qui a fui Bukavu et tout ça se retrouve en périphérie. Mais une raison de plus, parce que la Constitution met des garde-fous. Si aujourd'hui, il peut y avoir une initiative de changer, soit de modifier, le pouvoir de Kinshasa ne pourra pas. La Constitution est claire là-dessus. Elle vous dit comment ça doit se faire. Donc pour et c'est ce qui est suivi, c'est ce qui est appliqué jusqu'aujourd'hui. Quoique Bukavu Goma est sous occupation, la Constitution pourrait être révisée. Mais pourquoi pas? Mais il y a eu même des élections qu'on a tenues du temps de Kabila. Non, il faut faire la différence. Non, ça c'est les élections, ça c'est la Constitution. Nous parlons bien de la loi qui va engager toute la nation. Oui. Même le parti occupé par le rebelle. Mais oui. S'il y a une Constitution, qui veulent eux-mêmes, ceux qui sont occupés là, ils ne jurent pas le changement de la Constitution. Mais ils ne vont pas aller au référendum. Mais ils sont d'accord avec ça. Ils disent c'est ce qui nous tue ici. Sauvez-nous. Il ne faut pas demander aux gens qui sont sous occupation de s'exprimer parce que ça. Pourquoi les Nangala ne peuvent-ils pas laisser ces gens pour voter? Mais pourquoi ne pas aller finir la guerre? Et puis quelle guerre? Vous parlez de quelle guerre? Celle que le Rwanda nous fait, nous mène. Donc nous sommes là devant une situation où en stratégie on dit le besoin est fonction du facteur qui le crée. On le crée et puis on veut le satisfaire. OK? Et on sort comme sauveur. Et vu de l'autre côté du miroir, le Rwanda nous attaque, il nous soumet une guerre. Et vous nous dites, la Constitution dit, tant que vous êtes en guerre, vous ne pouvez pas changer la Constitution. Lui nous a imposé cette Constitution. Et c'est lui qui nous condamne à mener la guerre. OK? Et entre-temps, il brandit, vous êtes en guerre, vous ne pouvez pas toucher la Constitution. Mais arrêtez. Nous sommes des êtres conscients. Donc, quoi qu'il arrive, la Constitution sera changée. Guerre ou pas guerre? On n'est pas encore à ce stade. Mais non, mais ça en toute modestie, je ne suis pas le souverain primaire, je ne remplace pas le souverain primaire, et je n'ai pas cette prétention. Mais il y a déjà le lit en toute modestie, je dis, autant que la procédure est suivie en respectant l'actuelle Constitution qui a encore notre Constitution. Et le moment venu bientôt, si après la promulgation de la loi référendaire, mais va s'ouvrir maintenant le moment d'une campagne. C'est ça la démocratie.
Ceux qui sont pour vont s'exprimer. Ils vont aller partout. Nous allons les affronter sur vos plateaux. Ceux qui sont contre, nous allons les affronter vont s'affronter sur les plateaux. C'est cela la démocratie. Et tout ça, encore une fois, nous ne remplaçons pas le souverain primaire. La population. C'est juste pour lui dire ce que nous pensons, essayer de lui ouvrir les yeux et les oreilles. Le moment venu, c'est à lui que revient la latitude d'opérer maintenant le choix. Et ce choix-là nous sera imposé à nous tous. Vous nous captez à travers le monde, M. Christopher Ngoyi, président de la société civile congolaise et aussi président du conseil d'administration. Vous êtes des milliers à nous suivre à Bruxelles, à Paris. Vous nous captez ici à Kinshasa dans les 24 communes. Il est en train de parler avec son cœur et réfléchir avec sa tête. Le parti occupé, Nanga, Kabila et consorts, qu'ils fassent ce qu'ils font, la Constitution suit son bon nombre de chemin. Si la procédure est respectée, que vous le voulez ou pas, cette Constitution sera changée. Dixit, Christopher Ngoyi. Si la procédure est respectée, si le souverain primaire tranche, qu'elle soit changée, elle sera changée. Quoique, c'est pas dit niet, on ne la change pas, on ne va pas la changer. En 2005, nous avions battu campagne pour que le peuple n'adopte pas cette Constitution. Nous avions battu campagne. Je parle ici sous le contrôle de pasteur Théodore Ngoyi. Oui. Je parle sous le contrôle de Madame Maître Marie-Thérèse Landou et tant d'autres. Jean-Philippe Béat. Mais lorsque on nous a dit qu'écoutez, le peuple a accepté cette constitution, nous sommes tus. Nous avons accepté, on en a fait notre. Et c'est ainsi que nous l'avions protégé même. 20 ans. Quand c'est lui qui l'avait... qui avait milité pour ça. Qui l'avait articulé et tout ça. Commençait maintenant à s'en servir comme un bien à sa guise. Nous avons dit niet. Vous ne pouvez pas vous le faire comme vous voulez. Ce n'est pas votre bien. C'est la constitution du pays. Et même aujourd'hui, tel que nous sommes là, nous la respectons. Mais nous voulons que, autant que la procédure est respectée, allons-y. Et quand les gens disent, vous ne pouvez même pas en parler, c'est un tabou. C'est un sujet tabou. Mais alors, pourquoi parler du souverain primaire? C'est eux qui ont la souveraineté, qui est dévolue pourtant au peuple. La population n'est pas aussi deep. Alors aujourd'hui, M. Christopher Ngoyi, vous étiez à Kinshasa. Avec le temps qui nous reste, vous avez vécu les sit-ins de l'opposition. Vous avez vu comment est-ce qu'il y a eu... Vous avez vu le sit-in de l'opposition. Pourquoi ne pas laisser, vous êtes de la société civile, pourquoi ne pas laisser les gens manifester librement, les encadrer, arriver dans leur point de chute et puis regarder? On manifeste librement avec des machettes, avec des cocktails Molotov, avec des pierres. En France, on voit les manifestants jeter des cocktails Molotov. Voilà. Ils sont encadrés par la police. Ils sont encadrés. On voit ça en France. Vous voulez dire qu'en France, il n'y a pas de dégâts collatéraux? Pas de morts, quand même. Pas de morts. Et où sont les morts? Non, on nous parle d'un bilan des morts. J'ai vu M. Olenankoy qui est convoqué pour... Il a parlé de, c'est pas 15 morts ou quoi là. Mais qu'il aille répondre et puis qu'il montre là où se trouvent ces morts. Il ne faut pas faire de théâtre. Moi, j'ai organisé des manifestations. Parmi tous ces gens-là, il n'y a personne qui a su organiser des manifestations comme moi. Mais, ce qu'ils sont en train de vouloir faire, c'est tout simplement de la distraction. Ce n'est pas exprimer sa voix par rapport à la démocratie. Écoutez, on est dans la théâtralisation des actions. Nous, quand on menait les actions, aujourd'hui, j'entends qu'il y a un sit-in qui sera organisé. Le 8 juillet. Le 8 juillet au palais. C'est une marche. Une marche ou bien sit-in? Marche. Ok. Qui aura pour point de chute Palais de la Nation. Le Palais de la Nation. C'est-à-dire. Et l'opposition se mobilise déjà. Oui. On cherche à violer cette institution. Le Palais de la Nation, c'est le siège de l'institution président de la République. Et là, pour une structure qui s'appelle C64,
C'est-à-dire article 64. Est-ce qu'on ne peut pas être dans les encablures du Palais de la Nation pour manifester? Écoutez. C'est prohibé être dans les encablures. Avec les machettes, les cocktails Molotov. Non, mais si on encadre bien, il y a des manifestations qui ont été malheureusement, la Constitution l'interdit. L'article 64, la Constitution l'interdit. Deuxième alinéa. Et ils feront face à cet article. Oui. Bon. Moi, je suis quand même étonné de constater que les instruments que nous avions utilisés dans un contexte bien déterminé pour mettre en échec Kabila. Kabila qui a tué, qui a massacré, qui a fait tout ce que vous savez. Mais les amis soient en but qu'ils aient une sécheresse d'esprit ou de stratégie jusqu'à récupérer ce 64. Mais ce 64 vous misèle, vous met en difficulté. Tant que la Constitution, toutes les procédures respecteront le cheminement prévu par la Constitution, mais vous êtes en difficulté. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui vont se faire arrêter, on va les juger, les interpeller sur base ou sur pied de l'article 64. Alors, j'ai vu des gens parler de sauvons la RDC. Mais la RDC, le sauvons la RDC, c'est une machine que nous avons utilisée contre Kabila. Kabila qui a tué, qui a massacré et tout ça. Mais je vois ces mêmes gens aller se mettre avec Kabila. Est-ce que ces gens travaillent vraiment pour l'intérêt du peuple congolais ou bien c'est pour leur propre intérêt? Moi, je ne comprends pas. Et le peuple, moi, je demande au peuple congolais de ne pas suivre ça. Il reste souverain. Dès qu'on voit des gens en train de vaciller, ils vont dans tous les sens, bon, c'est qu'il y a un problème déjà. Mais la journée ville morte du 3 dernier, ça a été partiellement... Non, c'était des menaces. C'était des menaces, papa. Ils ont dit, oh, c'est lui qui sort, il fera face, la voiture sera abîmée. Déjà, nous, quand on organisait journée ville morte, c'était... Mais vous avez eu peur, vous avez eu peur. Non, moi j'étais à mon bureau. Ah, vous étiez à votre bureau. J'ai travaillé. Nous, quand nous organisons journée ville morte, c'était pas avec des menaces. Vous jetez des tracts. Et encore que, on jetait des tracts. Et les gens lisaient des tracts. Et ce n'était pas des tracts parce que c'était signé. Les gens lisaient, ils comprenaient pourquoi fallait-il ne pas sortir. Et les gens ne sortaient pas parce qu'ils avaient peur que leurs biens soient abîmés, et ainsi de suite. Non, ils ne sortaient pas parce qu'ils étaient conscients qu'il faut manifester. Respecter le mot d'ordre. Respecter le mot d'ordre. Monsieur Christopher Ngoy, notre temps touche à sa fin malheureusement. La télé, c'est le temps. Nous suivons d'autres programmes juste après ces programmes. Mais laissez-moi quand même 2 minutes de lui poser la question par rapport à vous m'avez vu m'habiller en tenue de léopard, tenue officielle des léopards. Ça, c'est les léopards. C'est vraiment les léopards. Ça, c'est les léopards. Hein? Oui. Hein? Il est en train de souffrir. On a arraché sa peau. Ça, c'est les léopards. Alors, monsieur Christopher Ngoy, aujourd'hui, dans quelques heures, les léopards vont prester devant... Moi, j'ai mon écharpe. Ah oui, vous aussi, ça fait tendance. Oui, ça fait tendance. Ça fait tendance. Ce n'est pas la peau du léopard. Je ne l'ai pas fait souffrir. Et je communie avec les léopards. Notre équipe léopard. Vous avez fait des révélations en 2 minutes sur les léopards. Vous avez dit qu'ils lancent un signal fort. Ouais. C'est une équipe qui est en train de donner... donner un signal dans les concerts des nations. Aujourd'hui, le fait de marquer le premier but, on a vu comment le Congo a bougé, même dans les territoires occupés, le monde entier. On voit même le blanc interpréter les danses congolaises, les films, partout on a vu. Même au Portugal, Félix on a vu. a réveillé le Congo. Le Congo est en berne pendant plus de 20 ans. Il a donné le sentiment aux Congolais, d'être fiers d'être Congolais. Félix Tshisekedi. Oui. Il a donné aux Congolais cet enthousiasme-là qu'il partage avec tous ceux qui sont autour d'eux, des étrangers. Il a donné aux Congolais cette hargne, ce courage. Même lorsqu'ils sont submergés dans une marée d'étrangers, ça on a vu. Ils font sauter le cœur. Ça, c'est être Congolais. Et c'est aussi un risque. Parce que dans une telle marée, on joue contre l'équipe locale.
et vous marquez, vous êtes seul ou bien vous êtes une poignée de personnes, des Congolais, à crier ça, c'était pendant que les autres, la consternation, mais vous prenez le risque. Heureusement que c'est des gens tolérants. C'est ça, les gens civilisés. Ils se disent, bon, c'est un match de foot, bon, ils jubilent, c'est leur équipe qui vient de marquer, et on vous laisse jubiler. Il n'y a pas de cocktail Molotov, il n'y a pas de machettes, il n'y a pas de pierres. Une raison de plus de donner à Tshisekedi un troisième mandat, selon vous? Écoutez, moi je pense que je suis de ceux qui disent qu'il a une mission. Pas un troisième mandat. Mais sa mission va jusqu'où? Je dis bien, je ne vais pas parler de mandat. Le mandat, c'est le peuple qui lui donne. Et la mission? Dès que la loi référendaire est promulguée, il y aura un camp qui va militer pour le changement de la Constitution et un camp qui va militer pour le maintien de la Constitution. Moi, je serai dans un camp. C'est alors que je m'exprimerai sur cette question. C'est alors que je m'exprimerai sur cette question. Mais d'emblée... Et je poserai les actes conformément à mes convictions ou aux convictions que je partage avec une large majorité des Congolais. Vous êtes favorable à que Tshisekedi s'éternise au pouvoir, M. Christopher Ngoy? Bon, vous voulez dire que M. Tshisekedi est éternel? Vous nous avez suivis à travers le monde, mesdames et messieurs. Merci de votre attention soutenue. On croit vous revoir dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Notre invité, c'était le président du conseil d'administration de la Congolaise des voies maritimes et aussi président de la société civile congolaise. On se retrouve dans un prochain numéro. Peut-être un mot de la fin, si j'ai déjà... Bon, un mot de la fin, c'est dire aux Congolais, ce pays s'appelle République démocratique du Congo. La démocratie fait partie de votre identité. Vous avez une histoire. Et l'histoire indique que vous avez perdu plus de 20 millions d'êtres comme moi, comme vous. Et ce n'est rien. Ça ne peut pas être considéré comme si c'était une goutte d'eau dans l'océan. C'est très grave. Et dans un cheminement, il y a toujours un temps où on s'arrête pour dire, on regarde le passé, on regarde le futur, et dans ce nuage, on essaie de circonscrire l'espace là où l'on doit aller. Aujourd'hui, chaque Congolais, vous savez là où nous voulons aller. Mais pour y aller, on doit articuler le présent maintenant pour arriver là où nous voulons aller. Mais si vous voulez qu'on rentre en arrière, ok? Alors refusez. Parce qu'on veut vous pousser à la stagnation. On veut vous ramener à avaler ce que vous aviez vomi. Vos vomissures. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Merci à Bob Togia, Benimbayo qui a assuré la réalisation de cette émission, Elim Flavio. Merci également à ma tendre épouse qui a fait afin que nous puissions abattre ces léopards. Merci. On se retrouve la fois prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.